Nous voilà dans Ramallah. J'y suis. Enfin. Après ces longs mois, ce long trajet, nous y voilà enfin. Je retrouve les sons. Et il y a même quelques odeurs qui s'infiltrent par l'interstice de la fenêtre ouverte du taxi. Celle de l'huile qui frit les falafels, celle du méchoui et celle sucrée du magasin de pâtisserie. Je suis à l'affût des moindres changements. Ramallah, depuis le 7 octobre, je n'en connais que ce que m'en disent mes amis ici et les actualités dans les médias locaux. Alors je ne sais pas trop bien à quoi m'attendre. On passe à côté d'un café qu'on appelle le Vintage Café. J'avais l'habitude de m'y asseoir pendant des heures pour travailler. Leurs playlists n'ont pas l'air d'avoir changé, et je crois même reconnaître les visages familiers des indéboulonnables serveurs. Les klaxons résonnent toujours, mais ils m'ont l'air moins nombreux qu'avant. Ou est-ce que c'est moi qui ne sais plus ? Bref, pas le temps de lambiner. On arrive devant la maison de mon ami. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. Yallah, je t'emmène. Je vous présente Samy. On est content de se retrouver. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait aussi une paye que j'avais pas dit que ça fait une paye. Quoi qu'il en soit, à l'époque, on ne savait pas qu'on ne se reverrait pas pendant des mois. Mais dès qu'il ouvre la porte, les mois d'absence s'envolent presque instantanément et on retrouve notre complicité. Et puis le balcon, sur lequel on a l'habitude de s'installer pour papoter. C'est un balcon coloré, plein de plantes et à la lumière tamisée. On est assis à même le sol sur des matelas et on surplombe la rue. Alors vous allez voir, enfin, entendre quelques bruits de la rue. Bref, on s'installe, comme avant tout ça. Samy, avec ses lunettes rondes et ses envolées lyriques en explication, a tout d'un prof. D'ailleurs, il se voit bien le devenir un jour. Il s'allume une cigarette. Ok, ce serait un prof dans les années 60, de ceux qui font les 100 pas, le visage renfermé, et une clope qui se consume plus vite qu'il ne la fume. Comme avant, il me pose les questions de circonstance. Comment je vais ? Comment était mon trajet ? Combien de temps ça m'a pris ? Par quel aéroport je suis passé ? Par quelle route et puis par quel checkpoint ? Car oui, ici en Palestine, les discussions commencent toujours normalement, mais dérivent toujours vers l'irrationalité de la situation ici. Et c'est pour ça que je voulais que vous le rencontriez, pour qu'il vous raconte son expérience des routes en Cisjordanie. Parce qu'elle est représentative de celle de 3 autres millions de Palestiniens et Palestiniennes qui vivent ici, en Cisjordanie. Vous allez voir, si c'est pour vous comme pour moi, vous allez en apprendre beaucoup à travers ces histoires. Quand je lui explique qu'au checkpoint, ils nous ont laissé passer comme ça sans contrôle, il rit doucement et commence à m'expliquer une chose que j'ignorais. Lui, avant de se déplacer d'une ville à l'autre en Cisjordanie, il se repasse mentalement une liste de questions que ses parents lui ont apprises très tôt. Vous voyez quand vous vous palpez les poches et que vous vérifiez que vous avez bien vos clés, votre portefeuille, votre téléphone ? Voici ce que ses parents lui ont appris à se demander à chaque fois qu'il prend la route. Donc, les questions qu'il me posait, c'était: est-ce que tu as ta carte d'identité avec toi ? Oui. Est-ce que tu l'as mise dans ton sac à dos ? Et si je répondais oui, il me demandait de la sortir de mon sac. Ne la mets pas non plus dans ta poche, garde-la dans ta main. Et si tu conduis, mets-la près de la boîte de vitesse, de sorte à ce qu'elle soit vraiment à portée de main et visible. Parce que si tu arrives à un checkpoint et que le soldat te demande ta carte d'identité et que tu vas la chercher dans ton sac à dos, c'est déjà quelque chose de très suspicieux pour le soldat et il serait prêt, à cause de cette suspicion, à te tirer dessus. Et il me précise que ça, c'est s'il voyage à l'intérieur de la Cisjordanie. S'il veut se rendre sur le reste du territoire, c'est une autre histoire. Pour lui qui est un Palestinien de Cisjordanie. Au passage, je dis Palestinien de Cisjordanie parce qu'il existe plusieurs papiers d'identité pour les Palestiniens selon qu'ils sont de Gaza, de Jérusalem, de Haïfa, de Cisjordanie, de la diaspora. Et en fonction, ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode Pour aller plus loin, Troubles de l'identité. Bref, Samy m'explique comment ça se passe si lui, Palestinien de Cisjordanie, souhaite se déplacer ailleurs qu'en Cisjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du mur qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. Premièrement, je ne suis pas autorisé à conduire les voitures avec une plaque d'immatriculation jaune, c'est-à-dire celles qui sont enregistrées auprès des autorités israéliennes. Deuxièmement, je ne suis pas autorisé à prendre ma propre voiture avec des plaques d'immatriculation palestiniennes, donc les plaques blanches, pour conduire en dehors de la Cisjordanie. Ça, c'est donc la première étape, la voiture. Mais ça ne s'arrête pas là. Et moi, en tant que personne, même si je passais le checkpoint à pied, je n'aurais pas le droit de passer, sauf si j'ai ce permis très spécial que délivrent les autorités israéliennes aux Palestiniens. Et c'est seulement dans des cas vraiment rares et spécifiques.
Et même si j'obtiens ce permis, ils vont y préciser le nombre d'heures que j'ai dans la journée pour pouvoir l'utiliser. Donc en général, ils vont écrire dessus « Ok, valide de 7h du matin jusqu'à 17h ». Donc peu importe ce que tu dois faire, peu importe l'endroit où tu dois aller, peu importe qui tu dois voir, tu dois le faire pendant ces horaires et après tu dois retourner en Cisjordanie. Pour aller à Jérusalem, par exemple, Sami, en tant que Palestinien de Cisjordanie, doit donc prendre en compte plusieurs choses. Étape 1, trouver un conducteur ou une conductrice. Ben oui, il faut une voiture plaquée jaune, donc israélienne, et il n'a pas le droit de conduire ses véhicules, et s'il ne trouve personne pour le conduire, il devra se débrouiller autrement, et ce sera probablement beaucoup plus compliqué. Étape 2, il lui faut un permis, délivré par les autorités israéliennes, qui indique très précisément quand et combien de temps il a le droit de s'y rendre. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, la plupart des permis des Palestiniens de Cisjordanie ont été révoqués par les autorités israéliennes, et que ceux-ci ne sont désormais délivrés qu'au compte-gouttes, avec des conséquences multiples, notamment le fait que beaucoup ont perdu leur travail. Et alors à votre avis, qu'est-ce qui pourrait lui arriver s'il ne suit pas ces étapes? Je ne pose pas la question dans le vide. Allez-y, posez-vous la question. Quel genre de conséquences si vous n'avez pas la bonne plaque d'immatriculation, ou si vous n'avez pas de permis pour vous rendre à un endroit? Une amende, peut-être? Oui, mais pas ici. Bah, il y a des conséquences. Peut-être qu'ils ne te donneront plus jamais de permis, ou peut-être que tu pourrais être arrêté, battu, on pourrait te tirer dessus, ou pointer son arme sur toi, te sommer de sortir de la voiture, te battre violemment, t'arrêter, peu importe. Il conclut même de manière sarcastique en disant « Ils seront toujours créatifs ». Personnellement, je trouve ça plutôt déconcertant. D'abord, l'ampleur des conséquences est sans commune mesure avec celle que nous, on connaîtrait, et puis comme à chaque fois, je suis surprise par le détachement dont il fait preuve pour me parler de choses aussi dures. Je ne suis pas sûre que je pourrais en rire si je devais régulièrement passer des heures à un checkpoint et être soumise au bon vouloir de soldats. Mais lui, alors qu'il le dit, il se resserre de quoi boire. Rien de nouveau sous le soleil de Cisjordanie, en somme. Parce que c'est la réalité. Une réalité quotidienne pour se rendre de l'autre côté du mur, y compris à Jérusalem, qui, comme vous le savez maintenant, se trouve pourtant à 15 km au sud de Ramallah. Sami conclut en résumant son expérience et celle des Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie comme ça. N'importe qui, littéralement n'importe qui vient de n'importe quel endroit du monde peut être plus libre en Palestine que les Palestiniens eux-mêmes. C'est une des choses qui m'indigne le plus dans cette réalité. Il marque une pause, comme pour appuyer son propos, histoire que vous et moi, on se rende bien compte. Parce que ce dont on parle ici, en fait, c'est de la liberté de mouvement des Palestiniens, ici, chez eux. Et puis clope au bec, Sami me désigne de la main. Tu es étrangère. Si tu veux aller là, maintenant, d'ici jusqu'à Jaffa ou Akka ou Haïfa, tu peux. Psst. Si vous n'êtes pas familier des cartes et vous ne savez pas placer Haïfa, Jaffa, Akka, j'ai quand même mis une carte dans les notes de l'épisode. Mais bref, revenons-en à Sami. Tu es une étrangère. Si tu veux aller là, maintenant, d'ici jusqu'à Jaffa ou Akka ou Haïfa, tu peux. Tu peux démarrer ta voiture avec les plaques jaunes israéliennes, tu la démarres, tu conduis sans encombre jusqu'à Haïfa. Personne ne t'en empêchera, et s'ils le font, ils regarderont ton passeport et te laisseront tranquille. Si vous vous souvenez bien du premier épisode, vous vous souviendrez donc qu'en tant qu'étrangère, j'ai non seulement le droit de venir en Palestine, contrairement à certains Palestiniens eux-mêmes, et une fois sur place, je peux aussi me promener sur tout le territoire à ma guise, ce qui n'est pas le cas de Palestiniens qui naissent et vivent ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça ahurissant. Mais Sami ne me laisse pas le temps de réaliser, et il continue avec ce qu'il appelle une anecdote. J'ai une petite anecdote pour ce qui est de conduire ici. Donc, il y a environ 2 ans, on est allé à Jérusalem. Notre plan, c'était de monter sur les hauteurs du Golan. On était un groupe de 5 amis, on a loué une voiture à Jérusalem et on a décidé d'aller aux hauteurs du Golan. Donc, on allume Google Maps, on lui demande l'itinéraire pour Nazareth d'abord parce qu'on devait faire un arrêt là-bas. Psst. La carte est toujours dans les notes de l'épisode. Je serai vous, j'irai y jeter un coup d'œil, mais si vous ne le pouvez ou ne le voulez pas de souci. Écoutez simplement, vous me direz quelle conclusion vous en tirez. Il faut simplement avoir 2 choses bien en tête. La première, c'est que la destination de Sami se trouve de l'autre côté du mur qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. Et la deuxième, c'est que comme on l'a dit dans l'épisode 2, il est impossible de quitter la Cisjordanie sans passer par un barrage militaire israélien. Bref, maintenant que vous avez ça en tête, revenons-en à cette fameuse anecdote, comme il dit. Donc on part, mais on n'a pas réalisé que Google Maps proposait un itinéraire qui traverse la Cisjordanie du centre jusqu'au nord et qui traverse un checkpoint pour aller de l'autre côté du mur, depuis le nord de la Cisjordanie jusqu'à Nazareth.
Google Maps ne tilte pas, ou peut-être qu'il s'en fout du fait qu'il y a 3 millions de personnes qui vivent dans cette partie du territoire et qui ne peuvent pas emprunter cette route. Il y a 3 millions de personnes qui pourraient avoir de gros ennuis s'ils essayent d'emprunter cette route. Parce qu'ils vont arriver à des checkpoints israéliens où ils ne devraient pas être, et ça pourrait les amener à devoir répondre à des questions, voire passer un interrogatoire, et les conséquences qui vont avec. Vous vous rappelez de la liste des questions ? Bien vérifier son itinéraire fait aussi partie de cette même liste. Parce qu'ici, on ne peut pas compter sur un GPS comme on le peut ailleurs. Il y a trop de choses à prendre en compte. Si vous êtes palestinien de Cisjordanie, si vous êtes un palestinien de Jérusalem, Haïfa, Jaffa, Akka, Gaza ou autre, veuillez prendre le barrage militaire à pied, au nord, ouvert de 8h à 15h30. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Ah, je vous l'avais dit que Google Maps c'était un peu spécial ici. Bref, après 10 minutes de conduite, on réalise qu'on vient de revenir en Cisjordanie au lieu d'en sortir comme on pensait. Parce que, évidemment, une fois qu'on quitte la Cisjordanie, on ne veut pas y retourner, parce que quitter une nouvelle fois la Cisjordanie, c'est toute une histoire de passer par les checkpoints, avoir les questions des soldats, les permis, les bouchons, etc. Donc on est re-rentré en Cisjordanie sans le savoir et on a décidé de continuer en espérant que ça fonctionnerait. On ne voulait pas refaire toute la route vers Jérusalem parce qu'il y avait tellement de bouchons à ce petit point de contrôle que ça nous aurait pris des heures pour traverser à nouveau. Donc on a décidé de ne pas perdre de temps et on a conduit tout au nord de la Cisjordanie. Et là-bas, il y a un point de passage, donc après environ 2 heures de conduite, on arrive à ce point de passage et on réalise qu'il a fermé juste 15 minutes avant notre arrivée. Il fermait vers 15 heures et on arrivait à 15h15. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On demande aux gens, à des Palestiniens qui sont dans les environs, et ils nous suggèrent d'aller à Tulkarem. Ils nous disent que là-bas, il y avait un checkpoint ouvert 24 heures sur 24. Donc on y va. On arrive et il est fermé. Ce qui veut dire que les gens qui vivent là ne peuvent pas nous dire quel checkpoint est ouvert. Et ça montre à quel point la situation elle est volatile pour ce qui est des accès, parce que personne ne peut savoir quand un checkpoint est ouvert ou fermé, à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, il n'y a pas de planning, rien. Donc après ça, on décide de retourner à Jérusalem par le chemin qu'on avait pris au départ. On s'est mis en route, on est arrivé 2 heures plus tard. J'étais le seul Palestinien de la voiture, une voiture avec une plaque jaune donc israélienne, et les 4 autres c'est tous des étrangers, et on arrive au checkpoint de Kalandia. Moi, j'ai pas le droit de passer ce checkpoint en voiture, à aucun checkpoint d'ailleurs, donc il faut que je sois à pied. J'y vais à pied et mes amis se rendent compte que le checkpoint est fermé pour les voitures, il est seulement ouvert pour les piétons. D'habitude, il est ouvert pour les deux, mais à ce moment-là, non. Il était fermé pour les voitures, mais ouvert aux piétons. Sachez qu'en tant qu'étrangère, je l'ai déjà fait. Devoir déposer un ami palestinien parce que d'après son permis, il n'a pas le droit de passer le checkpoint en voiture. Et je le récupère après le checkpoint. Je me souviens que de le laisser là-bas, au pied de ce checkpoint, c'était un sentiment très spécial. Une différence de traitement très flagrante. Bref. Donc je décide de passer par là, mais mes amis ne peuvent pas puisqu'ils sont en voiture, donc ils décident de faire environ 10 km de plus, faire le tour de Ramallah pour atteindre Jérusalem par un autre endroit. Et donc on se met d'accord que je vais passer par Kalandia à pied, eux ils vont aller jusqu'au checkpoint de Hizma, et on se retrouvera quelque part à Jérusalem. C'est ce que j'ai fait, je suis passé à pied au checkpoint pour aller de l'autre côté du mur, j'ai pris un bus, je suis descendu du bus, j'ai marché un peu et je suis arrivé à une intersection où je savais qu'ils allaient venir et environ 20 minutes plus tard, on s'est retrouvés et ça aurait dû être un trajet de 3-4 heures. Donc on a quitté Jérusalem, il était 11 heures du matin et on est arrivé sur les hauteurs du Golan après minuit. Je me rends bien compte que l'itinéraire n'est peut-être pas bien clair pour tout le monde, mais je vous rassure, il m'a moi-même fallu me concentrer bien fort pour être sûr de tout comprendre. Alors permettez-moi de résumer rapidement. Samy et ses amis sont partis de Jérusalem, donc de l'autre côté du mur par rapport à la Cisjordanie et Ramallah, pour aller tout au nord du territoire sur les hauteurs du Golan. Sauf qu'en suivant le GPS, ils sont retournés à l'intérieur de la Cisjordanie, et que pour en sortir, ça leur a pris des heures à emprunter des routes pas très logiques, puisqu'ils sont redescendus vers le sud pour rejoindre Jérusalem et reconduire en direction du nord en évitant de repasser par la Cisjordanie. Je vous assure, j'essaye de simplifier, mais je vous l'ai dit, c'est tout un schmilblick les routes ici. Et en réalité, comprendre l'itinéraire, ce n'est pas tellement le plus important. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que Samy résume comme ça.
Donc, ça a pris 14-15 heures après avoir quitté Jérusalem pour arriver sur les hauteurs du Golan, soit 4 fois plus de temps qu'on aurait eu besoin pour aller là-bas. Et ça, c'est parce qu'on s'est retrouvés coincés à l'intérieur de la Cisjordanie et on ne pouvait pas en sortir. On ne pouvait pas trouver un point d'accès qui nous aurait permis de quitter la Cisjordanie, alors même que j'avais un permis, que j'étais dans une voiture avec des étrangers et une voiture avec une plaque jaune israélienne. Et ça, c'est censé être le cas de figure le plus simple. C'était vraiment comme s'évader de prison façon Prison Break. Samy, lui, en est encore très frustré. Et je pense qu'on peut tous et toutes le comprendre. Pour nous, c'est une histoire. Pour lui et tout le monde ici, c'est presque une histoire banale. Mais il ne me semble pas que c'est parce que c'est banal que ça devrait être normal. Et puis je ne sais pas pour vous, mais moi la banalité des injustices ne les adoucit pas. Au contraire, peut-être même. Alors je crois qu'une conclusion sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, c'est que les routes en Palestine, c'est tout sauf une promenade de santé. Surtout pour les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie. Enfin, il y a un dernier détail sur ces routes. Ou détail, ce n'est pas vraiment le mot en fait. Si on résume pour l'instant, sur les routes, il faut avoir la bonne voiture, donc avec la bonne plaque d'immatriculation, mais aussi sa carte d'identité, à portée de main, son permis, de conduire mais aussi de se rendre à un endroit, et puis on peut croiser des barrages militaires, des soldats, etc. Alors j'ai demandé à Samy, ok, très bien cette anecdote, les routes, c'est pas une promenade de santé, tout ça, ok, mais pourquoi se donner toute cette peine pour aller là-bas ? La raison pour laquelle on est allé sur les hauteurs du Golan, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, des espaces sécurisés nulle part en Cisjordanie. Faire du camping en Cisjordanie, c'est extrêmement dangereux, c'est risqué voire mortel. Tu peux te retrouver face à des colons israéliens. Stop, un instant. Des colons israéliens. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Lui, comme tous les Palestiniens et Palestiniennes que vous allez entendre à partir de maintenant et dans les épisodes qui vont suivre, vont y faire constamment référence. Parce qu'eux-mêmes, ils sont constamment confrontés. Entre-temps, on a changé de sujet. Ouais, une bière, c'est rafraîchissant, t'en veux une ? Ou de l'arak ? Peut-être qu'on en a encore. Oui, je crois que ce ne serait pas de refus. Les sujets s'enchaînent, autant qu'ils alternent entre gravité et banalité. C'est toujours comme ça d'ailleurs. On parle de cuiseur-vapeur, de la passion malsaine de DiCaprio pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui, bref, on retombe dans la légèreté. Pourtant, vous et moi, on ne le sait pas encore, mais une boisson, et fraîche de préférence, ça ne peut pas faire de mal. Parce que le sujet de notre prochaine discussion est beaucoup moins léger que ça. Or, il est aussi trop central pour que nous ne soyons pas 100% concentrés. Alors prenez votre temps, vous aussi, allez vous chercher de quoi boire, un thé, un café, un jus, et revenez vite, parce qu'on n'en a pas terminé de papoter avec Samy. Yallah, je t'emmène. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode du podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de continuer de papoter avec Samy et moi. Et bien sûr, je ne pars pas sans remercier celles et ceux que vous commencez à connaître. Oday pour m'avoir assisté au studio, Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lise pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur du podcast, et Samy bien sûr pour son temps, ses explications, et c'est aussi lui qui a eu la gentillesse de faire la carte que vous avez peut-être pris sous vos yeux pendant ses explications. Shukran jazilan. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, vous le savez déjà, c'est d'en parler autour de vous. Le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça, vous connaissez la chanson. On compte sur le bouche à oreille, alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt!